Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons cette édition avec la visite du ministre chinois des Affaires étrangères en Afrique. Wang Yi a entamé sa première visite de l'année 2016 sur le continent africain ce samedi. Il se rendra au Malawi, à l'île Maurice, au Mozambique et en Namibie. Monsieur Wang rencontrera les dirigeants et les ministres des Affaires étrangères de ces pays pour s'entretenir sur la façon de mettre en œuvre les résultats du Forum de coopération en Chine-Afrique du mois dernier à Johannesburg et d'énoncer les zones et projets de coopération prioritaires. Wang Yi se rendra ensuite au Royaume-Uni pour participer à la conférence syrienne des donateurs, également connue sous le nom de Conférence internationale des donateurs en Syrie. Il y a un peu moins de 2 mois, le président chinois Xi Jinping a assisté à la cérémonie d'ouverture du second sommet du Forum de coopération Chine-Afrique à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y avait proposé d'élever les relations Chine-Afrique au rang de partenariat de coopération stratégique et annoncé 10 programmes de coopération pour les 3 prochaines années. Il a également souligné l'importance des relations entre la Chine et le continent africain. Une aide au développement à long terme. L'an dernier, le président Xi Jinping a annoncé une aide et des prêts portant sur 60 milliards de dollars pour aider le continent à s'attaquer à 3 grandes difficultés: les infrastructures, les talents et le financement. Durant la cérémonie d'ouverture du Forum de coopération Chine-Afrique le 4 décembre, le président avait dit que le plan de financement allait permettre d'assurer le déploiement de 10 plans d'action concrets pour la coopération dans les 3 prochaines années afin d'aider le développement de l'Afrique. Les 10 plans de coopération couvrent les domaines de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture, des infrastructures, de la réduction de la pauvreté et des échanges de personne à personne. Le président Xi a aussi salué les relations Chine-Afrique dans leur état actuel. Les relations Chine-Afrique ont atteint aujourd'hui un état de croissance sans précédent dans l'histoire. Nous devons réduire les écarts, regarder loin et prendre des mesures audacieuses. En nous entraidant, nous pourrons avoir une vision et une force pour 2,4 milliards de Chinois et d'Africains et ouvrir une nouvelle ère de coopération gagnant-gagnant et de développement commun. Avant cette visite, le président Xi avait mis l'accent sur l'importance des relations sino-africaines à plusieurs reprises. Durant ses discussions avec son homologue libérienne, Ellen Johnson Sirleaf, à Beijing le 3 novembre 2015, le président avait mis l'accent sur le fait que l'unité et la coopération avec les pays africains avaient toujours été au cœur de la politique étrangère chinoise. Lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies le 28 septembre 2015, le président Xi avait soutenu une plus grande représentation et une plus grande voix pour les pays d'Afrique dans le système de gouvernance internationale. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre namibien Hage Geingob à Beijing le 8 avril 2014, le président Xi avait déclaré que la Chine avait une vision correcte de la moralité et des intérêts dans sa coopération avec l'Afrique et allait continuer à aider les pays africains. Et nous restons sur le continent africain puisque le 26e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi après-midi au quartier général de l'organisation situé dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Alors que le thème de la réunion de 2 jours se concentre sur les droits de l'homme, les dirigeants du groupe de 54 membres discuteront d'autres questions qui touchent le continent, y compris les problèmes au Burundi et la sécurité alimentaire. Par ailleurs, le mécanisme africain d'examen par les pairs a été relancé pour promouvoir la bonne gouvernance. C'est un outil pour les pays africains qui facilite l'évaluation des progrès de chacun des membres basé sur la démocratie, la gouvernance politique et administrative, ainsi que le développement social. Nous nous sommes engagés à examiner les mécanismes alternatifs pour nous assurer que le processus conserve son indépendance. Mais en même temps, nous devons nous assurer de mobiliser les ressources nécessaires pour leur permettre de faire leur travail. Nous nous sommes aussi engagés à travailler ensemble pour que d'autres membres de l'Union africaine puissent se joindre au processus. Un mécanisme africain développé par les Africains et dirigé par les Africains.
Crise syrienne à présent. Les premiers pourparlers de paix sur la Syrie ont débuté officiellement vendredi au sein du bâtiment des Nations Unies à Genève. L'un des principaux groupes d'opposition a accepté d'y participer à la dernière minute en insistant néanmoins sur le fait qu'il ne négocierait pas. Les discussions devraient débuter lundi mais ont été repoussées à vendredi en raison de l'absence de l'opposition. Le chef de la délégation gouvernementale syrienne est arrivé au bâtiment des Nations Unies à Genève sans faire de commentaires alors que les pourparlers de paix étaient officiellement en cours. La plus importante coalition d'opposition a déclaré qu'elle ne participerait pas alors qu'ils sont les plus intéressés par repousser une nouvelle offensive militaire du gouvernement, dont des frappes militaires russes. Désormais, ils viennent mais insistent sur le fait qu'ils ne négocieront pas avec le gouvernement syrien. Nous allons commencer à discuter avec les Nations Unies de tout dossier important, humanitaire et des détenus politiques. C'est ce qui est important à nos yeux. Et la Turquie soutient l'appel de l'opposition à un cessez-le-feu immédiat. Leur participation à des discussions sans aboutissement à un cessez-le-feu serait une trahison pour ceux qui se battent sur le terrain. Ils veulent un cessez-le-feu immédiat pour participer aux discussions. Et malgré l'opposition saoudienne, la Turquie ne veut pas que les discussions comprennent les combattants kurdes qui contrôlent de larges parties au nord de la Syrie. Et compte tenu de la complexité des négociations, les Nations Unies pensent qu'elles dureront au moins 6 mois. Les discussions de paix n'impliqueront pas de négociations en face à face entre le gouvernement syrien et ses opposants. À la place seront organisées des discussions de proximité avec des navettes ou messagers qui informeront les participants dans différentes salles. Mais tout d'abord, les Nations Unies doivent réunir toutes les parties dans ces salles. L'objectif ultime est un accord de paix qui inclura une période de transition qui prendra fin avec des élections. Plus de 260 000 Syriens sont décédés et 11 millions d'autres ont fui leurs habitations durant les 5 années qu'a duré la guerre civile. Et retour en Afrique où la perspective de frappes aériennes américaines en Libye a alerté le voisin égyptien. Des responsables du Pentagone ont déclaré cette semaine qu'ils considéraient des options militaires contre l'organisation État islamique en Libye. Mais des commentateurs au Caire craignent que des frappes aériennes approfondissent davantage la crise. L'armée égyptienne a déjà attaqué des cibles de l'organisation État islamique en Libye suite au meurtre de 21 otages égyptiens. Le président Al-Sisi fait aussi pression pour que l'ONU intervienne militairement. À présent, les États-Unis coordonnent une action possible avec le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Mais certains experts disent qu'une telle intervention pourrait bien ne pas être avantageuse en ce moment et qu'elle pourrait détourner de la stratégie égyptienne de s'assurer que les Libyens eux-mêmes participent à la solution. L'Égypte a soutenu le Parlement libyen. Elle soutient le cabinet présidentiel issu de l'accord de Shkirat. L'Égypte pense que toute action devrait seulement se produire en coordination avec l'armée libyenne, parce que les Libyens savent mieux comment combattre le terrorisme sur leur territoire. L'un des gros obstacles est que les rivaux politiques en Libye ont échoué à s'unifier derrière un gouvernement unique. Il n'y a donc pas d'armée unifiée. Mais M. Ben Hamel dit que les actions passées des États-Unis ne sont pas encourageantes. Les États-Unis créent toujours le chaos lorsqu'ils interviennent à l'extérieur. C'est ainsi qu'ils ont fait en Libye en 2011. Et ils ont créé le même chaos en Irak en 2003 et en Afghanistan, où ils ont laissé l'Afghanistan souffrir jusqu'à maintenant. Ces interventions ne constituent pas la réponse. La Ligue arabe n'a pas encore répondu aux commentaires des États-Unis, mais elle a dépêché un envoyé en Libye cette semaine pour servir de médiateur entre les différentes factions politiques. Si la Ligue arabe échoue dans ses derniers efforts pour ramener la paix entre les factions libyennes, alors le combat contre l'organisation État islamique pourrait effectivement se transformer en guerre civile totale. La présidente brésilienne Dilma Rousseff invite toute la population de son pays à participer aux efforts pour éradiquer le moustique qui transmet le virus Zika. Madame Rousseff a aussi déclaré que la pandémie était devenue une menace internationale, car c'est une maladie qui est encore très mal connue. Nous sommes en train de perdre le combat contre ce moustique. Aussi longtemps que ces moustiques continuent à se reproduire, chacun d'entre nous perd le combat contre ce moustique. Alors nous devons nous mobiliser pour ne pas perdre cette bataille. Le Brésil va lancer une stratégie à l'échelle nationale dans le but d'éliminer la prolifération de ces moustiques le 13 février. Plus de 200 000 soldats se joindront à l'opération et plusieurs bataillons ont commencé une formation spécialisée.
Depuis l'éclosion du virus, plusieurs pays ont émis des mises en garde concernant les voyages au Brésil. Cela soulève aussi des inquiétudes au sujet des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro au mois d'août. Mais le Brésil dit que plus de 3000 agents de santé sont actuellement déployés à Rio pour éradiquer les zones de reproduction des moustiques. Nous passons maintenant aux actualités chinoises et nous commençons avec les dernières nouvelles de l'opération de sauvetage de la mine de Pingyi. Après 36 jours bloqués à des centaines de mètres de profondeur, 4 mineurs ont été secourus et sortis d'une mine qui s'était effondrée dans le comté de Pingyi, dans la province du Shandong. Ils sont actuellement hospitalisés et sont dans un état stable. Leur calvaire a commencé lorsqu'une mine de gypse s'est effondrée à la fin du mois de décembre, alors que 29 mineurs y travaillaient en sous-sol. 11 mineurs ont été secourus immédiatement après l'accident. En dehors des 4 mineurs secourus vendredi, un mineur est décédé et 13 autres sont toujours portés disparus. Notre reporter Han Peng a suivi le déroulement de l'événement dans le Shandong et nous propose de nous pencher à nouveau sur le processus de secours. 4 mineurs ont été sortis l'un après l'autre après que les secouristes aient foré un large trou atteignant 220 mètres sous terre. Les mineurs se sont retrouvés bloqués dans cet endroit précaire depuis le 25 décembre 2015, date de l'effondrement. Notre mission de secours a été confrontée à des situations compliquées, à des températures glaciales et à la difficulté de coordonner différents départements. Mais nous y sommes parvenus. L'effondrement de la mine était si violent qu'il a provoqué un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter. Depuis, les sauveteurs ont creusé des trous dans la mine dans l'espoir d'atteindre les survivants. Et vendredi, leurs efforts ont été payants. C'est la première fois en Chine qu'un forage permet de secourir des mineurs. Ces derniers mois, les missions de secours ont été entravées par des conditions géologiques complexes. Mais à partir du moment où le premier survivant a été détecté, plus personne ne pouvait imaginer abandonner les recherches. 5 jours après l'effondrement, les secouristes ont envoyé une caméra infrarouge en sous-sol qui a rapporté des photos d'un des mineurs coincés. On a trouvé quelqu'un! On a trouvé quelqu'un! Il y a une main qui bouge! Nous allons vous envoyer de la lumière et de la nourriture. Patientez un peu s'il vous plaît. Dites-leur de commencer par boire du liquide nutritif. Le processus pour sortir les survivants n'est pas simple. N'importe quelle maladresse dans le forage pourrait déclencher des infiltrations d'eau désastreuses et de nouveaux effondrements. Les progrès ont été lents. Les 4 mineurs ont survécu avec une ration quotidienne de nourriture, d'eau et de médicaments envoyés à travers un puits étroit. Et bien sûr, il leur restait l'espoir. Nous commençons avec une foreuse à percussion à circulation inversée et à circulation directe. Ce qu'il est important de savoir, c'est que tout cela dépend de la formation et de l'état du sol. Nous devons nous assurer que le trou de forage ne s'effondre pas et que nous puissions récupérer les déblais de forage. Ce sont les 2 problèmes majeurs qu'il nous faut résoudre. Et outre les 4 personnes secourues vendredi, un mineur est décédé et 13 autres sont toujours portés disparus. Le maire de la ville et le vice-chef des secours ont déclaré qu'ils n'épargneraient aucun effort pour retrouver les disparus. On les écoute. Pour les 13 personnes qui sont toujours disparues, durant toute la phase de recherche, les secouristes n'ont épargné aucun effort pour les sauver. Tant qu'il y a une lueur d'espoir de les retrouver, nous n'abandonnerons pas. Actuellement, nous mobilisons un groupe d'experts pour analyser globalement la situation des disparus et établir des plans de sauvetage. Culture à présent. Le gala de la fête chinoise du printemps approche à grands pas et les artistes qui se préparent à se produire sur scène s'entraînent sérieusement. En plus des stars et des artistes professionnels, un groupe d'apprentis ballerines américaines devrait éblouir le public par une danse qui combine la beauté des arts orientaux et occidentaux. 49 jeunes et délicates ballerines dansent sur la mélodie d'une ballade chinoise traditionnelle, La fleur de jasmin. Cette troupe de danse intègre au ballet la danse chinoise traditionnelle à l'éventail. La plupart de ces danseuses viennent de familles chinoises émigrées aux États-Unis, y compris la danseuse principale, Lélanie Tien, qui raconte qu'elle a été très enthousiaste lorsqu'elle a appris qu'elle aurait l'opportunité de se produire sur la scène du spectacle de Nouvel An. Nous avons toutes été ébahies parce que vous voyez, nous ne pouvions y croire.
Comment, venant de cette école de danse qui se trouve si loin de la Chine et en Amérique, pouvions-nous nous produire sur cette scène immense comme ces gens que nous regardions à la télé? Nous ne pouvions y croire. La mère de Leilani est aussi très excitée, elle qui est si désireuse de permettre à sa fille de connaître davantage la Chine. Alors que la Chine devient encore plus importante dans le monde, comprendre davantage ce pays sera une bonne chose pour le développement de ces jeunes enfants. Quant à la seule fille afro-américaine, Alina, elle attend avec impatience son premier voyage en Chine. Je connaissais le Nouvel An chinois, mais je ne connaissais pas ce grand spectacle. Donc je suis très nerveuse parce que tout le monde en fait un si grand gars. Je suis très nerveuse, mais je suis en même temps vraiment excitée. Et tout le monde a travaillé vraiment très dur et je pense que nous nous en sortirons bien. Pour les Chinoises du groupe, nées aux États-Unis, cette opportunité offre une chance d'en apprendre plus sur les traditions chinoises. Je suis juste principalement excitée parce que je sais que c'est une grosse tradition chinoise. Et même moi qui vis en Amérique, très loin du pays natal, je peux toujours le voir chaque année, le gala de la fête du printemps. Et je n'avais jamais pensé qu'une telle opportunité aurait pu se présenter à quelqu'un comme moi. Je suis donc très excitée que quelque chose de spécial se présente à moi. Même si ces filles dansent pendant leur temps extrascolaire, certaines ont remporté des premiers prix lors du Grand Prix d'Amérique de la jeunesse avec cette danse. Et à présent que plus de danseuses sont impliquées dans le projet, davantage d'efforts sont requis. Le public était hors de ce con. Les filles étaient simplement époustouflantes. Il y en aura 49, donc c'est près du double d'étudiantes. Donc c'est la double quantité de travail et d'efforts qu'elles fournissent pour être toutes synchronisées et pour acquérir cette solide technique. Tandis que les filles devraient offrir au public chinois une performance éblouissante, elles vont aussi vivre une expérience unique en célébrant la fête du printemps avec plus d'1 milliard de Chinois. Cinéma à présent, la voix anglophone qui double le personnage principal de Kung Fu Panda 3, le comédien Jack Black a tenté de réveiller son chi lors de la production du 3e film de la série. Et le légendaire Dustin Hoffman, à l'âge de 78 ans, a pour sa part également été encouragé à retourner aux sources. Come home with me. Hi, I'm Mei. Dans le film, le héros, qui est un panda qui s'appelle Po, retrouve son père biologique. Il tombe aussi amoureux de l'insolente Mei Mei, incarnée par Kate Hudson. Mais gagner le cœur de Mei Mei et apprendre à connaître son père ne seront pas ses seuls défis. Il doit lutter contre le taureau infâme Kai, campé par J.K. Simmons, qui a passé les quelques derniers siècles à amasser toute l'énergie chi des maîtres de Kung Fu pour amener son armée surnaturelle dans le monde mortel et défier Po. Pour Dustin Hoffman, qui joue le maître Shifu, Kung Fu Panda 3 est bien plus qu'un simple divertissement. On peut faire un truc qui est simplement divertissant avec des pandas. Mais le chi, comme on tente de l'expliquer aux enfants, c'est la partie la plus centrale de votre être. Et j'en pense que c'est pour moi, à l'âge avancé de 78 ans, une chose que l'on passe une vie entière à tenter de trouver. Pour J.K. Simmons, un autre comédien oscarisé, trouver son chi est important. C'est un voyage, toujours chercher avec l'espoir de trouver votre chi et rester en contact avec cela. Mais ce n'est pas un processus qui se termine. Je pense que vous continuez à cultiver et à apprendre durant toute votre vie. Quand j'étais plus jeune, ma mère s'est beaucoup intéressée à la médecine chinoise et son maître lui avait appris l'importance du qi, comment le maîtriser. Elle a bu plein de boissons à base de champignons et très vinaigrées et de ce genre de choses. Ce que je comprends du qi, c'est qu'il se trouve à l'intérieur et qu'il faut le faire sortir. Et ensuite, il faut qu'il circule à l'intérieur et à l'extérieur. Kung Fu Panda 3 a fait ses débuts en salle vendredi aux États-Unis, mais les critiques sont mitigées.
La capitale chinoise, bien que résolument tournée vers la modernité, vit également au rythme de ses traditions. Il existe encore de vieux métiers quasiment inconnus du grand public, mais qui perdurent grâce à la passion de quelques acharnés. Liu Bingjiang est l'un d'entre eux, son emploi, dresseur de pigeons. C'est Clémence Azuelos qui est partie à sa rencontre pour CCTV français. L'hiver est déjà bien installé à Beijing, la capitale chinoise. Le soleil est à peine levé que la vie des routons du vieux Beijing s'anime à l'ombre des gratte-ciel. En cette saison, les températures matinales avoisinent les moins 20 degrés, mais cela ne va pas pour autant changer les habitudes de Liu Bingjiang, 68 ans. Ceux-là, là, c'est mes pigeons. Le paysage de Beijing, l'actuelle capitale de la seconde puissance économique mondiale, a considérablement changé au cours de ces dernières années. Des immeubles, voire des gratte-ciel ont par endroits remplacé les hutongs, ces habitations traditionnelles. Mais dans ce ciel qui porte aujourd'hui les marques de la modernité et de la croissance économique, un emblème du vieux Beijing passe l'épreuve du temps, le pigeon. Quand j'étais petit, je nourrissais les pigeons parce que je les aimais bien. Mais en grandissant, j'en ai appris de plus en plus sur eux. Je me suis perfectionné, je les ai entraînés. Aujourd'hui, mes pigeons sont de vrais pigeons de compétition. Je les inscris aux courses de chaque district de Beijing. Ils concourent ensuite à la compétition organisée par les 18 districts de Beijing. Et comme ils remportent également des titres internationaux, certains de mes pigeons sont connus dans le monde entier. Bien plus qu'un passe-temps folklorique des retraités des hutongs, l'élevage de pigeons est une tradition chinoise vieille de plus de 3000 ans. Des recherches archéologiques ont montré que les pigeons étaient déjà considérés comme des animaux domestiques sous la dynastie des Yin. Aujourd'hui, leurs descendants bénéficient d'un traitement digne de sportifs de haut niveau. Je les fais voler chaque jour. Il y a deux types de vols d'entraînement. Le premier est le vol d'orientation et dure entre 40 minutes et 1 heure par jour, où mes pigeons doivent retrouver le chemin de la maison. Le second est une course d'endurance. Les distances varient entre 50 et 150 km. Les compétitions auxquelles mes pigeons participent sont des parcours longs de 350 ou même 550 km. Un bon pigeon peut voler à une vitesse de 80 km/h. La carrière d'un pigeon de course dure en moyenne 3 ans, mais c'est sans compter les intempéries et autres accidents qui peuvent survenir en plein vol. Les pigeons veulent à tout prix rentrer à la maison. Il arrive qu'ils ne terminent pas une course s'ils croisent sur leur route un oiseau de proie, un aigle ou un faucon. Ils peuvent faire un détour pour l'éviter et finir tard. Mais il se peut aussi qu'ils soient blessés et ne puissent pas rentrer. Pour leur dresseur, chaque pigeon a sa propre personnalité et dans le milieu, l'on dit qu'il est possible de voir le potentiel d'un pigeon dans ses yeux. Pour moi, mes pigeons sont comme mes enfants. Liu Bingjiang, qui tient ses pigeons de son père, compte bien les transmettre à son fils afin que celui-ci puisse faire vivre la tradition. Depuis Beijing, c'était Clémence Azuelos pour CCTV français. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour Afrique Info. Excellente suite de programme sur notre chaîne.